Bonjour Bassam Tan. Bonjour Frédéric Saillot de Razi Express, sous ce beau soleil de Paris devant la belle Notre-Dame. En effet, aujourd'hui donc 11 avril, mardi 11 avril, nous allons parler des deux attentats qui se sont produits à côté du Caire et à Alexandrie contre deux églises coptes revendiquées par l'État islamique et qui ont fait près d'une cinquantaine de morts. Ça s'est passé le dimanche des Rameaux. Le dimanche des Rameaux pour les chrétiens et cette année aussi bien pour les chrétiens orthodoxes que pour les chrétiens catholiques fête l'entrée du Christ à Jérusalem qui ouvre la Semaine Sainte, la semaine au terme de laquelle le Christ va subir sa passion et renaître. Donc l'on peut supposer que ce jour a été choisi par l'État islamique pour frapper. Et frapper pas n'importe où, c'est l'église copte, mais c'est aussi l'église copte d'Alexandrie qui aurait été édifiée, une des premières églises coptes d'Égypte, édifiée sur la chapelle dans laquelle Saint Marc aurait réuni les premiers chrétiens d'Égypte. Alors, que peut-on penser de cet attentat qui déstabilise un pays qui est le seul à ne pas avoir approuvé les bombardements des États-Unis contre un aéroport en Syrie la semaine dernière? Alors justement, vous venez de donner des éléments de réponse. Pourquoi en ce moment on commet ces attentats? C'est tout simplement, de prime abord, parce que Sisi se trouve aux États-Unis et que même aux États-Unis, il n'a pas soutenu Trump dans ses frappes. Alors la réponse n'a pas tardé, c'est que l'État islamique montre encore une fois qu'il est prêt à frapper tous ceux qui s'opposent à lui. Mais l'Égypte est un pays très important, non seulement à cause du nombre d'habitants, c'est que également les Coptes d'Égypte sont de loin les chrétiens les plus nombreux au Proche-Orient. Hein. Donc, ça fait à peu près 8 millions et c'est important parce que ces Coptes ne sont pas la cible des islamistes en ce moment, mais ils l'ont toujours été, voyez-vous. Par exemple, on sait très bien que même au temps de Moubarak, bien avant tout ce printemps arabe pourri, il y avait pratiquement un moine ou un copte tué toutes les semaines. Ça, que ce soit dans le Saïd, c'est-à-dire la Haute-Égypte, ou dans le Delta, la Basse-Égypte. D'ailleurs, Tanta se trouve dans le Delta, et là, comme par hasard, n'est-ce pas, les moyens de surveillance étaient en panne. Et c'est pour cela que l'attentat a pu avoir lieu. Remarquez qu'à Alexandrie, ce n'était pas le cas, mais malgré cela, il y a eu une ceinture qui a explosé. Donc, c'est vraiment un défi lancé à Sisi et à tous ceux qui le soutiennent contre, n'est-ce pas, tout simplement ceux qui sont du côté de la Russie. Parce qu'il faut voir, il y a toute une évolution de Sisi. Sisi se rapproche de plus en plus de la Russie. Il a envoyé des délégations en Syrie. Il ne participe pas vraiment à la guerre du Yémen, alors qu'il fait partie de la coalition. On parle même d'une possibilité qu'il s'entende avec l'Iran pour le pétrole, parce que l'Arabie saoudite, comme sanction, elle veut plus le fournir en essence. Ça fait beaucoup. Ajouter comme second point, c'est que plus l'État islamique s'effondre en Syrie et en Irak, plus on verra des attentats, non seulement dans le monde arabe, mais un peu partout dans le monde. Il faut s'attendre à une grande vague d'attentats avec la chute de Daesh au Moyen-Orient, c'est-à-dire surtout en Syrie et en Irak.
Ça, c'est le second point. Le troisième point, si vous voulez, c'est que on voit la collision entre Trump et Daesh. Parce que il suffit que quelqu'un n'approuve pas la politique de Trump et c'est pas Trump qui répond parce que lui, il ouvre les bras à Sisi. Hein? Non, c'est Daesh qui répond par ailleurs. Et, comme par hasard, le premier pays à avoir soutenu ces frappes, c'est le Royaume saoudite. Et le premier pays à avoir condamné l'attentat, c'est le Qatar. C'est vraiment ridicule. Parce que tout le monde sait que si les islamistes, frères musulmans, sont arrivés au pouvoir en Égypte, c'est grâce aux sommes vertigineuses, astronomiques, versées en Égypte pour que les frères musulmans arrivent au pouvoir. Et c'est sans doute le Qatar qui continue cette politique d'attentat, hein, sous le manteau, mais, comme on dit en arabe, on tue et on organise les funérailles. Donc, Qatar a eu, n'est-ce pas, le grand honneur de condamner cet attentat. On voit un peu une sorte de sadisme chez ces princes du pétrole qui regardent tout cela comme un jeu électronique. Ils l'ont fait en Libye. Hein. Tout le monde sait que les premiers avions qui ont frappé la Libye, c'était des avions qataris, hein, soutenus par les Américains. Et ici en France, on joue aux aveugles. Il n'y a aucun homme politique français qui est sorti vraiment contre l'attitude de Hollande et des socialistes de manière générale vis-à-vis de cette frappe en Syrie. Ou tout simplement, on peut dire qu'a fait l'Europe pour les chrétiens d'Égypte. Pas grand-chose, hein. On continue. Je crois même que tôt ou tard, les chrétiens du Moyen-Orient, à ce rythme-là, risquent de disparaître entièrement. Hein. L'Irak, il n'y en a plus beaucoup. Je vous donne l'exemple d'Alep. Ils étaient à peu près 400 000, ils sont à peu près à 50 000. L'Égypte, comme je vous ai dit, c'est aussi un attentat qui visait à faire sombrer Sisi, à l'accuser que ce serait lui-même qui aurait organisé l'attentat pour avoir l'union nationale. Parce que ça rappelle au temps de Moubarak un des grands attentats où le ministre de l'Intérieur, Adli, avait organisé un attentat contre les Coptes. C'est-à-dire les Coptes sont vraiment le bouc émissaire. On est sûr et certain que c'est le ministère de l'Intérieur qui avait organisé cet attentat bien avant le printemps arabe, n'est-ce pas, pour consolider le pouvoir de Moubarak. Alors, puisqu'on a parlé des Coptes d'Égypte, ce sont vraiment des citoyens de second rang. Ils forment à peu près 10% de la population et ils ont 3 élus et 7 nommés par le président, c'est-à-dire 10 députés. Alors, sur combien? 10 députés, vous calculez, sur à peu près 500, ça ne représente pas grand-chose. C'est dérisoire, oui. Oui, c'est dérisoire. Et puis en plus, bon, je vous dirais, je connais pas mal l'Égypte pour avoir emmené mes élèves polytechniciens, les élèves des grandes écoles, faire des stages en Égypte. Et là, on s'est rendu compte d'une chose, c'est que dès qu'on veut dire, faire des clins d'œil, quand on ne sait pas, par exemple, si vous êtes chrétien, musulman, puis à la fin, s'ils comprennent que vous n'êtes pas chrétien, ils commencent à vous raconter un tas de choses péjoratives sur les chrétiens coptes, en Égypte même. C'est affreux, hein. Par exemple, certains guides touristiques veulent absolument savoir si les visiteurs sont chrétiens ou musulmans. Et en fonction de ça, le commentaire va changer. C'est dégueulasse. Le terme copte vient du grec qui qui nommait ainsi les Égyptiens de l'Égypte antique. Et les Coptes sont considérés comme les descendants directs de ces Égyptiens de l'Antiquité. Oui. Qu'en est-il, Bassam Tahan? Oui, c'est-à-dire que les vrais, entre guillemets, habitants de l'Égypte, ceux qui ne se sont pas mélangés à d'autres invasions, ce sont les Coptes, les chrétiens. Par contre,
tous ceux qui ne sont pas coptes, il y a eu sûrement des mélanges. Mais évidemment, là, on n'est pas pour parler de pureté ethnique. Mais ce qui est un peu choquant, c'est que les véritables habitants du pays, hein, les Coptes, aujourd'hui ne sont pas chez eux. Hein. Et bien, je vous donne des exemples de racisme et de confessionnalisme inadmissibles. Par exemple, on conteste qu'un Copte puisse enseigner l'arabe, alors qu'il y a des écrivains, écoutez, parmi les meilleurs écrivains du XXe, hein, vous prenez quelqu'un comme Édouard El-Kharrat, comme son nom l'indique, il est chrétien. Hein. Édouard El-Kharrat a fait des romans mais magnifiques, avec une rhétorique extraordinaire, qui dialogue beaucoup avec celle du Coran, et pourtant il n'est pas musulman. Et là, on a eu toute une contestation de certains que, comme quoi, les Coptes n'ont pas le droit d'enseigner l'arabe. Vous voyez, si je veux dresser une liste de tous les griefs contre les Coptes, j'en finirai pas. Hein. Ça va de que ce sont les plus riches, les capitalistes, c'est faux. Il y a évidemment des gens de profession libérale parce qu'on ne leur permet pas d'accéder à des postes publics. Et là, on voit bien l'idéologie des frères musulmans. Hassan al-Banna, dans ses traités, a bel et bien dit on utilise le chrétien que dans un cas de nécessité absolue. Il vaut mieux embaucher un musulman. Puis ce ne sera jamais pour la gouvernance. C'est dit clairement dans les textes. Et puis tous les hadiths qu'il cite dans ses épîtres également, il souligne, vous voyez que la djihad est faite, et c'est bien précisé, contre les gens du livre. Hein. Donc comment voulez-vous qu'un petit Égyptien qui grandit avec cette idéologie de frères musulmans, que son voisin copte, il faut qu'il lui fasse la guerre sainte, hein, et l'exclure. Alors si vous allez dans la Haute-Égypte, vous trouverez des villages coptes très très pauvres, hein, aussi pauvres que les villages de nomades sédentarisés récemment, mais il y a toute cette propagande des pays du Golfe contre les chrétiens d'Orient, contre les Coptes. On arrose les grands cheikhs d'Al-Azhar et des grandes mosquées en Égypte pour des prêches anti-chrétiens. Et c'est là, j'irai même plus loin, vous savez, en France, à un moment donné, on avait à Radio Orient un transfert hein, des prêches de la Mecque qui suscitait, qui incitait à la haine des minorités. Et là, bon, on a parlé des Coptes, on peut parler, je vous dis, moi, juste au début de la crise, j'avais dit qu'être chrétien aujourd'hui en Syrie, c'était être alaouite, c'était être yézidi, c'était être sunnite modéré, parce que pour les islamistes intégristes, toutes ces minorités sont des mécréants et il faut les liquider. Hein, on a bien vu dans la ville d'Idlib comment les marchands d'alcool ont été décapités sur la place publique, des chrétiens qui vendaient de l'alcool. Vous voyez, c'est quand même condamnable cette attitude de l'Occident, je dirais même pas chrétien, de l'Occident des droits de l'homme. Comment il peut tolérer et soutenir jusqu'à maintenant, par exemple, l'arrivée au pouvoir des frères musulmans? Comment on peut accepter que les Américains, ça fait quand même plus de 60 ans qu'ils traficotent avec les frères musulmans, qu'ils les utilisent pour déstabiliser, hein, et peut-être le prochain pays va être l'Algérie, après l'Égypte. Mais je crois quand même qu'heureusement, il y a un axe de résistance et qui sauvegardera les minorités au Proche-Orient. Bassam Tahan, je vous propose une petite pause parce qu'il y a une volée de cloches en ce moment qui viennent des tours de Notre-Dame. J'ai peur que la vidéo ne soit pas très audible. On se retrouve dans 5 minutes. Si vous voulez. Si vous voulez. Ceci dit, c'est poétique et c'est un appel romantique
à la transcendance, les cloches. Hein. Absolument. C'est tout à fait comme l'appel du muezzin. L'un est vocal, l'autre est instrumental. Mais je crois que derrière, il y a la même foi. Absolument. Mais c'est pour ne pas perdre le sel de votre parole. Nous pouvons conserver l'image et laisser entendre ces cloches à nos auditeurs. D'accord. Alors, Bassam Tahan, les cloches de Notre-Dame ont cessé de carillonner. Donc vous avez beaucoup fait référence aux frères musulmans qui ont été créés en Égypte et qui ont joué un rôle important encore récemment. Mais revenons à l'attentat perpétré par Daesh. Il semblerait que Daesh ait une implantation solide en Égypte. Que savez-vous, que pouvez-vous nous confier à ce sujet, Bassam Tahan? C'est-à-dire que Daesh, Al-Nusra, Al-Qaïda se sont beaucoup inspirés des écrits des fondateurs des frères musulmans. Hein. C'est du manteau des frères musulmans de Hassan el-Banna qu'on a eu tous ces mouvements radicaux. Hein. Alors il est pratiquement normal, surtout après l'arrivée des frères musulmans, avant l'arrivée de Sisi, hein, qui les a envoyés balader, si je puis dire, hein, qu'il y ait encore des cellules dormantes, ils se sont bien enracinés. D'ailleurs, vous voyez, en parlant de Daesh, quand on se réfère au discours d'Al-Baghdadi, le calife entre guillemets, et c'est vraiment la pensée des frères musulmans. Il met dans le même panier chiites, chrétiens, roms, enfin tout ce qui est chiite et chrétien et minoritaire est pour lui, comme j'ai dit, mécréant. On voit là vraiment l'influence des frères musulmans, mais aussi l'influence des wahhabites. Bon, tout ça explique que l'Égypte ne va pas être tranquille avec tout ce problème contre les chrétiens. Je ne le pense pas. On a vu comment d'ailleurs ils ont massacré les chrétiens en Libye. Hein, ils avaient choisi des Coptes. Le Sinaï, bien loin du Caire, également. Il y a eu 7 chrétiens récemment assassinés. Sisi a dû demander aux chrétiens du Sinaï de changer d'habitat. C'est grave ce qui se passe. Et vous voyez, moi je suis content d'être devant Notre-Dame parce que vous savez, on n'est pas loin de Sainte-Geneviève qui est la patronne de Paris. Et ça symbolise, enfin Sainte-Geneviève symbolise et le christianisme oriental et le christianisme occidental, dans la mesure où il y avait toute une correspondance entre Saint-Siméon le Stylite, au nord d'Alep, qui lui était orthodoxe à l'époque, et Sainte-Geneviève. Alors, l'un envoyait à l'autre des pèlerins. Et vous voyez donc, ça m'étonne cette réaction. Et là, je ne parle pas des penseurs libres de France, des droits de l'homme, mais de ceux qui se prétendent chrétiens également. On ne les voit pas dans leur solidarité avec non seulement les chrétiens, mais les chiites, les sunnites massacrés. Il y a un vrai problème là. Mais ça va nous conduire à parler de l'islam de France. Je préfère reporter ça à un autre jour. Mais le problème y est. Hein. Le problème y est. Pourquoi il n'y a pas de manif en solidarité avec les minorités, qu'elles soient chiites, sunnites, yézidis, alaouites et autres? Hein. Non, la France dort là, je crois. Bassam Tahan, vous faites référence à Sainte-Geneviève. Oui. Il n'y avait pas d'orthodoxes et de catholiques à cette époque. C'était l'époque de l'Église indivise. Si vous voulez, si vous voulez. Non, mais il y avait déjà un éclatement au niveau du dogme. Hein. C'est-à-dire, selon les conciles, il y avait quand même, bon, c'était peut-être plus judicieux de parler de christianisme oriental. Ce ne sont pas les mêmes rites. Et déjà, l'Église était en train d'éclater à l'époque. Hein. Ça explique d'ailleurs pourquoi les Coptes
ont été considérés à tort comme monophysites pendant longtemps. Mais on ne va pas entrer dans des discussions byzantines. Revenons à notre sujet voilà. Sur les attentats du Caire et d'Alexandrie, enfin de la région du Caire et d'Alexandrie, qui sont venus juste après l'attentat de Stockholm. Le président Poutine, le président russe, qui a fort à faire avec cette frappe américaine en Syrie, a proposé immédiatement, restant sur cette ligne qui est la sienne depuis le début, une coalition antiterroriste générale, universelle, nécessitée par cette recrudescence d'attentats. Vous avez fait référence tout à l'heure à cet éventuel retournement de Trump. On se pose beaucoup de questions sur ses motivations dans sa politique moyen-orientale. Il semblerait en effet que ces attentats viennent confirmer d'une certaine manière le changement de ligne du président Trump. Pensez-vous qu'on arrive enfin à une explication possible donc, entre ces différentes stratégies qui s'affrontent? Moi, je crois qu'on est vraiment mal placé pour deviner la politique que va adopter Trump. Parce que c'est un homme imprévisible. Maintenant, pour l'attitude russe, elle se justifie, mais les Russes, dès le début, ont invité la France, la coalition occidentale, à faire front commun contre Daesh. Ça, le président russe, avant même qu'il n'intervienne en Syrie, a appelé à ça. Alors, pour revenir aux attentats, il ne faut pas oublier qu'en Égypte, vous ne pouvez pas construire d'églises nouvelles. C'est très, très réglementé. Vous pouvez restaurer une vieille église qui tombe en ruine. Mais pour construire une nouvelle église, c'est la croix et la bannière. Hein. Il faut voir. Hein. C'est pas facile du tout parce que dans les textes, et alors même quand il s'agit de vieilles églises délabrées, on va vous dire oui, mais ce n'étaient pas de vraies églises, c'était, comment dire, on a d'autres termes, mais c'est pas... Un temple païen. Voilà, non, c'est-à-dire c'était pas important, donc on n'a pas à faire une église. Oui, mais si les gens dans ce village, le village est devenu plus grand, il avait toute une petite salle, on va là, non, là c'est... Non, il y a vraiment... Et dire que la France soutient des pays comme ça, quoi. Parce que jusqu'à maintenant, Sisi n'a pas levé, hein, et là, il faut vraiment au niveau des textes qu'il y ait un changement. Je ne vois pas pourquoi on aurait le droit de construire une mosquée, on n'aurait pas le droit de construire une église. Hein, vous me direz, est-ce qu'en Occident, on admet? Ouais, alors justement, le problème des lieux de culte, il faut un jour que ça se pose partout. Hein. Alors justement, il a été dit que les mesures de sécurité n'étaient pas telles qu'elles auraient permis d'éviter ces attentats. Le portail était en panne, voilà ce qu'on nous a dit. Hein. C'est pour une des deux églises, pas les deux. Hein. Et d'autre part, j'ai entendu des responsables de la communauté copte qui étaient interviewés dans les médias, qui disaient que le gouvernement actuel avait une politique qui n'était pas aussi, comment dire, aussi claire que les déclarations qui ont été faites, notamment par Sisi, juste après les attentats. Oui, mais vous savez, bon, le responsable de sécurité a été limogé, mais ça, c'est trop compliqué. Qu'est-ce que vous voulez surveiller? C'est une période de fête, il ne faut pas oublier d'une part. D'autre part, l'Égypte est vraiment surpeuplée et puis il y a un malaise social. C'est qu'effectivement, Sisi veut éradiquer les islamistes, mais en même temps, il a des problèmes économiques. Il y a les frères musulmans ont infiltré les forces de sécurité. C'est pas si évident que ça. Je crois qu'on entendra encore parler de beaucoup d'attentats en Égypte et d'affrontements en Égypte. Hein. Regardez, ça fait des années, Sisi n'arrive pas à dominer la situation au Sinaï. Pourtant, le Sinaï n'est pas aussi peuplé que la plus grande ville d'Afrique, qui est le Caire, qui fait plus de 22 millions. Vous voyez? Je crois qu'il
il faut qu'il y ait, comme a dit Poutine, un effort international. Il faut que tout le monde... et puis, je n'irai pas par quatre chemins. Tant que les pétromonarchies du Golfe continuent cette politique à arroser le monde entier dedans pour semer la haine, la zizanie et insister sur une propagation de l'islam par l'argent et non par la foi, on ne sortira pas de l'auberge. Voilà. Très bien, écoutez, Bassam Tahan, merci pour cet éclairage et à bientôt. Merci et joyeuse Pâques à tout le monde, hein, puisqu'on y va, et bonne fête à toutes les minorités qui, vous savez, dans les traditions orientales, musulmans, chrétiens, yézidis, alaouites, les fêtes sont communes entre les différentes communautés. Vivement que ce soit le cas en France aussi, d'une manière plus claire. Merci Bassam Tahan. Merci.